bonjour. Et il y a quelques heures, l'armée russe est allée bombarder la partie de l'armée ukrainienne qui est liée à l'OTAN. En 3 heures, l'armée russe a détruit la totalité de la défense antiaérienne ukrainienne. Et elle va continuer son opération en s'attaquant désormais au bataillon Azov et à la totalité des responsables nazis qui ont été introduits par les États-Unis et le Royaume-Uni dans le gouvernement ukrainien. Alors, ça devrait être une bonne nouvelle pour tous. Pourtant, ici, en France, on présente cette opération comme une invasion de l'Ukraine et l'arrivée de l'ours russe bientôt à Paris. Donc, ne vous laissez pas avoir par ce qu'on raconte sur ce sujet, parce qu'il vous manque de très grands éléments. On ne vous raconte que les éléments liés à l'Ukraine, mais on ne vous explique pas le contexte général. Et ce contexte général donne raison à la Russie, comme je vais vous l'expliquer. Au mois d'octobre, Victoria Nuland, l'assistante du secrétaire d'État des États-Unis, s'est rendue en Russie et à Moscou, elle a menacé d'écraser l'économie russe et elle a exigé la démission du président Vladimir Poutine. Vous n'en avez pas entendu parler. Vérifiez sur Internet, c'est très facile à vérifier. Puis elle est allée en Ukraine et elle a introduit Dimitri Yarosh, un agent de l'OTAN très connu, puisque c'est lui qui, en 2007, avait organisé la grande réunion de Mariupol, où les organisations nazies européennes se sont alliées avec les djihadistes d'un peu partout pour aller faire la guerre en Tchétchénie contre la Russie. C'est également ce Dimitri Yarosh qui, en 2014, avec ses troupes du secteur droit, ça s'appelle, avait organisé les événements de la place Maïdan et le changement de régime en Ukraine. Après, il a été blessé, il a disparu un moment, voilà, maintenant il est de retour. Donc, elle a installé ce Dimitri Yarosh comme conseiller spécial du commandant en chef des armées ukrainiennes, qui est un homme tout à fait démocrate, tout à fait normal, mais qui se trouve flanqué par ce personnage. Et ce personnage a placé le bataillon Azov, qui est un groupe vraiment nazi, avec des insignes nazis partout, et dirigé par le Führer blanc. Il l'a placé au sein de l'armée ukrainienne. Donc ça, c'est une nouvelle qui aurait dû vous faire pousser des cris d'orfraie, mais vous n'en avez pas été informé par les médias en France. Donc les Russes ont préparé leur riposte. Ils ont envoyé au mois de décembre une proposition de traité garantissant la paix aux États-Unis, dans laquelle, en fait, ils exigent que les États-Unis respectent le droit international tel qu'il a été élaboré au fil du temps, d'abord par le gouvernement français et le gouvernement de l'Empire tsariste en 1899 à la conférence de La Haye, puis formulé par la Charte des Nations Unies en 1945 et pour les pays du tiers-monde en 1955 avec la Charte de Bandung. Donc ce traité est évidemment inacceptable par les États-Unis, puisque depuis 70 ans, ils violent tous les jours le droit international. Et ils tentent de lui substituer un ensemble de règles qu'ils ont eux-mêmes édictées,
au point même qu'ils prétendent que eux et leurs alliés forment la communauté internationale. Si vous voulez, c'est même pas la moitié de la population mondiale, mais ils prétendent diriger par tout le monde. Donc les Russes demandent prioritairement le retrait de l'OTAN des pays d'Europe centrale et orientale qui n'auraient jamais dû y adhérer en fonction de l'accord de la conférence de Potsdam en 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui prévoyait que les forces des États-Unis pouvaient s'implanter exclusivement à l'ouest de la frontière Oder-Neisse, celle qui sépare la Pologne et l'Allemagne. Par la suite, au moment de la réunification allemande, la France a beaucoup insisté pour que l'OTAN ne s'étende pas à l'Est. Il y a même eu un long débat pour savoir si on admettrait que les forces de l'OTAN soient dans la partie est de l'Allemagne, l'ancienne RDA, ou soient uniquement cantonnées à la partie ouest, l'ancienne République fédérale allemande. Bon, finalement, il y a eu un accord qui a été signé par la France et qui prévoyait que l'ancienne Allemagne de l'Est adhère à l'OTAN dans le cadre de la réunification, mais qu'il n'y ait pas d'extension de l'OTAN au-delà. Et ceci a été répété plusieurs fois. D'abord, au sein de l'OSCE, l'Organisation pour la conférence et la sécurité en Europe, qui dérive des accords d'Helsinki, et dans laquelle 57 États ont signé 2 déclarations. Alors, 57 États, tous les États du continent européen, et plus encore, puisque les États-Unis et le Canada, par exemple, en sont membres. Mais l'OSCE a reconnu lors de la déclaration d'Istanbul en 1999 et lors de la déclaration d'Astana en 2010 que, premièrement, chaque État peut adhérer à n'importe quelle alliance militaire de son choix. La France, par exemple, est membre du traité a signé le traité de l'Atlantique Nord. Elle est alliée des États-Unis. Mais deuxièmement, aucun État ne peut assurer sa sécurité au détriment de celle des autres. Et de ce point de vue, l'adhésion à l'OTAN est illégale. Parce que l'OTAN n'est pas une fédération, une confédération dans laquelle tout le monde est égal, mais c'est une fédération placée sous le commandement des États-Unis et du Royaume-Uni, et donc les autres États sont des vassaux des États-Unis et du Royaume-Uni. Et la France, malheureusement, a réintégré l'OTAN avec Nicolas Sarkozy, l'OTAN qu'elle avait quittée avec le général de Gaulle en 1966. Le général de Gaulle avait expulsé du territoire français toutes les forces d'occupation des États-Unis. C'est le terme qu'il a employé, les forces d'occupation des États-Unis. C'est pas moi qui dis ça. Mais nous nous sommes replacés dans une position de vassalité face aux États-Unis. Donc la Russie va demander le retrait des forces de l'OTAN de tout le glacis d'Europe centrale et orientale, mais ils peuvent toujours être signataires du traité de l'Atlantique Nord, ce n'est pas du tout la question. Et il faudra aussi appliquer en Europe occidentale le droit international. Donc le droit international, par exemple, interdit le stationnement d'armes nucléaires dans des pays qui n'en sont pas détenteurs eux-mêmes. Alors par exemple, que font des armes nucléaires des États-Unis en Italie ou aux Pays-Bas?
C'est absolument une violation du droit international. Il va falloir que ça prenne fin. Il faut se rendre compte que les États-Unis ne sont plus la première puissance économique du monde, c'est la Chine, et ils ne sont plus la première puissance militaire du monde, c'est la Russie. Au cours de la guerre de Syrie, que les forces de l'OTAN ont perdue, au cours de la guerre de Syrie, la Russie a expérimenté toutes sortes d'armes nouvelles qui sont sans commune mesure avec les armes de l'OTAN. Et le week-end dernier, la Russie a montré qu'elle dispose de lanceurs qui lui permettent de détruire d'un point de vue nucléaire n'importe quelle cible, n'importe où dans le monde, sans qu'on puisse l'en empêcher. Parce qu'elle dispose, elle l'a montré, de lanceurs hypersoniques qu'elle a pu utiliser depuis des sous-marins, depuis des navires de surface, depuis des avions bombardiers et depuis des camions. Elle peut tirer ces lanceurs hypersoniques et détruire ce qu'elle veut. Il est impossible de les arrêter parce que ça va beaucoup trop vite. Pour le moment, il n'y a aucun moyen d'interception. Donc, en quelques minutes, elle peut détruire ce qu'elle veut n'importe où dans le monde. Et il faut bien se poser la question si un jour, elle ne va pas devoir utiliser ce type d'armes contre le Pentagone, la Maison-Blanche et le Congrès des États-Unis. Je ne dis pas ça à titre de provocation. Je dis que si la Russie le faisait, les États-Unis n'auraient pas le temps d'intercepter ces lanceurs et ils n'auraient pas même le temps de lancer leurs propres armes nucléaires. Donc, prenons les choses au sérieux et respectons le droit international. C'est ce que nous voulons tous et c'est notre intérêt à tous. Donc bravo pour ce que la Russie vient de faire aujourd'hui.